là enchaîner tout de suite avec Pernelle et avec Gérard qui viennent nous parler des effets intangibles de l'action en réseau. Alors, le terme intangible peut-être interpelle plein de monde et donc la première question que je vous poserai, c'est qu'est-ce qu'on entend par effet intangible et en quoi consiste au juste la mesure des effets intangibles de l'action en réseau? Pernelle Smith, donc je suis professeure à l'université là-bas. Je travaille en évaluation de programmes et de politique publique et je suis associée à l'ENAP. Et donc sur le point des intangibles, si on veut chercher un terme qui parle à tout le monde, ce serait invisible. Donc un des effets intangibles, ce serait des effets invisibles en complémentarité à ce qui est visible et ce qui serait donc tangible. Pour vous donner des exemples d'un effet tangible, une action en réseau, une collaboration en réseau au niveau, disons, d'une municipalité pourrait amener à ce que des centres jeunesse avec la municipalité collaborent pour monter un parc attractif pour les jeunes. Donc, l'aménagement d'un parc dans une municipalité, c'est très concret, c'est un effet tangible. Si on prend ça au niveau au niveau national, un effet tangible d'une collaboration en réseau, ça peut être le déploiement d'un plan d'action pour lutter contre l'intimidation à l'école, où il y aurait un milieu éducatif, certainement le milieu de la santé, et toutes sortes d'acteurs qui ont besoin de collaborer en réseau. Donc ça serait pour les effets tangibles. Pour le point des effets intangibles, c'est tout ce qui est un peu plus fin, un peu moins facilement détectable par les gens de l'évaluation. Et des exemples d'effets intangibles, je vous en ai listé quelques-uns. Des effets intangibles, ils vont être vécus par différents acteurs qui interviennent dans un réseau. Alors, ça peut être le coordinateur ou la coordinatrice du réseau, ça peut être les individus qui font partie des organisations du réseau, où il y a même des effets intangibles au niveau des organisations comme telles, voire au niveau de l'ensemble du réseau. Et puis Gérard pourrait vous parler au niveau de l'écosystème du réseau. Je vais vous donner quelques exemples d'effets intangibles. Un effet intangible pour un coordinateur de réseau, c'est de comprendre qu'il y a ou non une réciprocité quant aux participations dans des réunions. Il y a une organisation qui va toujours aux réunions organisées par le réseau, mais d'autres qui ne vont pas aller de façon réciproque aux réunions qu'organiserait cette autre organisation. L'idée d'échanger des données qu'un partenaire a avec les autres partenaires du réseau, ça aussi, ça fait partie des effets intangibles. Au niveau des collaborateurs, des praticiens du réseau, donc plus d'un coordinateur, des exemples qu'on a d'effets intangibles, ce serait par exemple la mise en place ou le fait qu'il existe des rituels de groupe. Donc, on travaille dans un réseau avec des façons de faire qui ne sont pas les mêmes que les façons de faire d'un autre réseau. On a vu, par exemple, des réseaux où il y a un temps informel lors des rencontres qui est beaucoup plus grand que dans d'autres réseaux où les gens soit parlent des thématiques, il y a d'autres réseaux où on parle des enfants puis de ce qu'on fait ailleurs. Donc, il y a des façons comme ça de procéder qui sont plus ou moins... qui dénotent d'une appartenance à un réseau et pas à un autre réseau. Et puis, donc ça, ce serait des effets intangibles. Si on veut, on peut faire une liste aussi longue qu'il y aurait de pages sur n'importe quel document pour essayer de lister des effets intangibles. Il y a quand même des chercheurs qui ont commencé à y réfléchir et à regrouper ces effets intangibles en différentes catégories. Donc, de ceux que je vous ai cités, il y a des effets intangibles qui portent plus sur les interactions entre les individus, cette idée de réciprocité, par exemple, du travail entre les acteurs d'un réseau. Il y a des effets intangibles qui portent sur une autre catégorie, qui est la catégorie qui est plus structurelle ou formelle. Est-ce qu'on a des ententes de collaboration? Remarquez que dans ces aspects formels ou normatifs, il peut y avoir très bien des façons de faire qui soient informelles, donc un aspect normatif informel, par exemple sur la façon dont on se parle, le vocabulaire qu'on utilise, le fait qu'on critique quasiment pas ou de façon très... on garde une approche feutrée dans la façon d'exposer ce que l'action en réseau, ce que les acteurs font dans le réseau, c'est-à-dire ne pas critiquer les autres acteurs qui font partie du même réseau que moi. Et il y a aussi, donc, dans ces catégorisations d'effets intangibles, je vous disais les aspects interrelationnels, les aspects plus structurels, et puis il y a des aspects qui sont liés vraiment à l'individu, ce que moi je ressens comme individu qui participe à un réseau, ce que j'ai appris personnellement comme individu qui est dans ce réseau. Donc ça, c'est une catégorisation assez simple des effets intangibles, 3 types, interrelationnels, liés aux individus humains, à l'apprentissage humain, l'habilitation, puis l'autre volet qui est structurel. Mais si on veut rentrer davantage, j'avais un point dans ta question sur la mesure,
la mesure va avoir besoin d'informations un peu plus détaillées pour aller chercher et saisir tous ces effets intangibles. Et donc, il y a des chercheurs, dont Gérard, qui ont publié des catégorisations de ces effets intangibles qui sont un peu plus détaillées que ces 3 blocs. Et on peut catégoriser notamment en 8, Gérard ne les appelle pas des blocs, mais ils les appelle des registres, ou disons des répertoires, ou 8 items. Et ça a été publié dans la revue Gouvernance, si vous voulez plus de détails, mais il propose de les séquencer en des effets intangibles qui sont cognitifs, normatifs, je viens de vous en parler, mais il y en aurait aussi qui seraient plus d'ordre économique ou politique. Et s'il y a des questions, on pourra revenir dessus, Nacera, sans aller trop dans le... Je ne vais pas présenter trop de détails de chacun pour qu'on perde tout le monde. Oui, peut-être juste pour clarifier les choses, Gérard, sans passer par tous ces blocs, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets pour que les gens autour de la table comprennent de quoi on parle au juste? Oui, peut-être quand même une mise en contexte, là. On n'est pas rendu à une fin de recherche. On est beaucoup plus dans une partie de préparation et de mise en œuvre d'un projet de recherche spécifique là-dessus, mais aussi un essai de synthèse de toutes sortes de projets de recherche antérieure et d'observation. Pour vous imaginer un peu, l'idée à terme, c'est un peu comme Angèle, c'est de produire un outil. Mais l'outil, ce serait un radar de l'action collective locale qui combinerait les 2 dimensions dont Pernelle vient de parler et qui amène à fixer un peu l'attention sur les différents plans, moi ce que j'appelle les différents registres, qui en partie c'est une forme de synthèse de littérature sur toutes les questions de partenariats locaux. Donc, un registre cognitif, là, on est dans l'ordre justement des connaissances, mais beaucoup des représentations qu'on a, par exemple, des acteurs de la société civile ou des acteurs publics ou des acteurs gouvernementaux. Et dans le registre cognitif, il y a toute la notion de mémoire, et notamment de mémoire de l'historique de collaboration. Est-ce qu'il y a une mémoire locale? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et s'il y en a une, elle est où? Et est-ce qu'elle est un peu explicitée ou pas? Un registre qui est majeur et qui est oublié la plupart du temps dans des études qui se veulent vraiment académiques, c'est le registre des émotions. Et il est extrêmement important pour comprendre les processus de collaboration, et ça renvoie au sentiment d'appartenance, l'élément bien connu, l'ingrédient bien connu, la collaboration, la confiance, la perception de l'efficacité collective au sens de la collective efficacité. Okay? Le plan normatif, le registre normatif, là, ça a trait à toute la régulation et notamment aux règles informelles qu'il y a dans les relations entre les acteurs. Il y a effectivement un certain nombre d'encadrements, des protocoles d'entente, des règles formelles, mais il y a beaucoup de règles informelles, et quand on compare différents milieux, on s'aperçoit que ces règles informelles peuvent être très différentes. Il y a des milieux où il y a un endossement mutuel à peu près automatique dans les projets des uns vis-à-vis des projets des autres. Dans d'autres cas, non, c'est du chacun pour soi. En tout cas, il y a toutes sortes de règles, entre guillemets, informelles qu'on a commencé à identifier. Bon, le registre économique, là, c'est vraiment les intérêts. Qu'est-ce qu'un individu, une collaboration, a comme intérêt, le principal intérêt, c'est l'intérêt évidemment de financement, mais ce n'est pas le seul. Et une des façons de capter ou d'amener de la mesure sur le registre économique, c'est un peu la notion d'investissement, au sens, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas seulement forcément un investissement en ressources, mais beaucoup un investissement en temps consacré dans différents éléments. Là, le registre politique, là, on est dans les rapports de pouvoir, mais surtout aussi du degré de prise en compte du jeu politique local au sein même du processus de collaboration. Et dans le registre managérial, c'est toute la façon dont les différents rôles
à l'intérieur d'une collaboration sont joués. Là-dessus, il y a déjà une littérature assez abondante qui énumère un peu tous les rôles qui sont nécessaires pour qu'au fur et à mesure qu'évolue une collaboration, cette collaboration aille dans un sens positif. Où je trouvais intéressant ce qu'Angèle disait sur les éléments négatifs, ça renvoie un peu à toute la littérature qui s'était un peu développée là, sur les Local Strategic Partnerships en Angleterre avec les cercles vertueux et les cercles vicieux dans les collaborations. Alors, les registres, c'est une façon de catégoriser toutes sortes d'observations qui sont très importantes pour voir comment voir deux choses. Comment une collaboration comme telle peut se développer, mais surtout, et c'est notre préoccupation quand on parle d'un objectif général de radar de l'action collective, comment les effets produits par chacune de ces collaborations viennent à se renforcer d'une collaboration ou l'autre, ou au contraire à se neutraliser, éventuellement à se déliter. Donc, la question plus générale de fond, c'est comment certaines propriétés intangibles du milieu sont générées à même les processus de collaboration intersectorielle diversifiée qui existent. Et une question naïve, pourquoi doit-on s'intéresser à ces effets intangibles? En évaluation, enfin, comme l'a mentionné Pernelle, on n'est pas habitué à regarder ces effets intangibles. Alors pourquoi? Pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce sujet et pourquoi c'est pertinent pour les milieux de pratique et pour l'ensemble des parties prenantes? Je dirais, à première vue, il y a deux grands intérêts. Le premier, c'est de pouvoir améliorer l'efficacité de différentes politiques publiques. C'est assez surprenant de constater à quel point, dans plusieurs politiques publiques, l'objectif même des politiques réfère à des éléments intangibles. Si je regarde plus des politiques qui sont d'intérêt pour le niveau local, toute la politique sur la vitalité des territoires. Si la notion de vitalité, bon, l'Institut de la statistique du Québec a commencé à opérationnaliser des choses, mais ça ne cet indice qu'ils ont développé ne capte pas un peu l'élément dynamique qu'il peut y avoir dans la vitalité. La même chose sur les stratégies économiques qu'il y a actuellement pour développer des zones locales d'innovation, les territoires intelligents, les villes intelligentes, les notions de résilience. Donc, il y a plein de politiques où l'objectif même de la politique est intangible. Si ça fait partie des objectifs, étant donné qu'on a des bailleurs de fonds qui, surtout pour les bailleurs de fonds publics, qui m'apparaissent de plus en plus impatients d'avoir des résultats, il faut faire très attention à ce qu'on ne prenne pas seulement en considération les résultats plus tangibles, mais aussi qu'on puisse se rendre compte de l'évolution de certains facteurs plus intangibles. Okay? Et ça m'apparaît important et je trouve absolument paradoxal. Dans les entreprises privées, on commence de plus en plus à faire très attention aux facteurs intangibles qui conditionnent la réussite de l'entreprise, que ce soit le climat de travail, que ce soit toutes les études très raffinées sur la citoyenneté organisationnelle des employés et tout. On prend explicitement en compte et on essaie de les capter, ces effets intangibles. Alors, c'est un peu bizarre de voir qu'avec des décideurs qui veulent de plus en plus s'inspirer des chaînes de pensée du privé, on ne prend qu'une petite partie, la partie la plus facilement mesurable pour décider de si oui ou non une stratégie efficace. Donc, première raison, c'est améliorer l'efficacité de la politique publique. La deuxième raison, c'est que si on commence à s'intéresser aux intangibles, on va être quasiment obligé d'essayer de développer une vue holistique de toutes les propriétés intangibles d'un milieu. Je vous donne un exemple. Dans les stratégies d'innovation, tout même d'innovation technologique et économique actuellement, toutes les études montrent l'importance d'un facteur qui s'appelle l'ambiance locale. Okay? Alors, s'il y a bien d'éléments un peu intangibles, c'est cette notion d'ambiance, même si on peut trouver toutes sortes de mesures des comportements, mais il y a une dimension holistique qui est en tant que telle difficile à cerner. Donc, il faut prendre en compte toutes sortes d'éléments pour réussir à capter, à caractériser cette ambiance locale. Et si on a une approche holistique,
au niveau local, je pense que d'abord, il y a au moins cinq bénéfices possibles. D'abord, on va mettre en évidence le contexte écosystémique dans lequel chaque collaboration s'insère. Okay? Et ça permet quelquefois de mieux positionner certains éléments. Deuxième bénéfice, on va être amené à optimiser ce que j'appelle l'énergie collective, l'ensemble des efforts qui sont déployés, pour reprendre l'expression tout à l'heure, les investissements de tous les acteurs, et cela permettra éventuellement de minimiser l'éparpillement des ressources. Troisième bénéfice, ça peut te fabriquer une image d'une certaine consistance territoriale au sein de l'action collective. Quatrièmement, ça amène, je pense, à mettre en évidence les capacités d'expertise locale, ou sous le thème général, et il y a quelques recherches qui sont là-dessus, la notion d'intelligence collective locale, qui ne sont pas seulement dans la production de certains types de données, mais qui sont aussi beaucoup dans les processus d'échange qu'il y a entre les différents partenaires. Et globalement, et ça se réfère au premier intérêt, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'action et l'efficacité d'apprentissage collectif, si tant est, lorsqu'on regarde la façon dont s'entrecroisent différentes collaborations, on puisse détecter qu'il y a des apprentissages collectifs. Je pense que dans certains milieux, oui, effectivement, il y en a, mais ce n'est nullement évident. Quelquefois, on répète toutes sortes d'expériences sans vraiment cumul de ce qu'on a appris de l'une à l'autre. On va voir les deux grands intérêts possibles. Et d'après vous, quels sont les défis d'opérationnalisation justement de cette mesure des intangibles? Enfin, ça paraît fascinant, mais quels sont les défis opérationnels? Je pense que les intangibles sont fascinants et puis la mesure des intangibles sont... Il y a de tels défis que je laisse à Pernelle d'y répondre. Les défis qu'on a dans la mesure, c'est qu'habituellement, on a toutes sortes d'outils, vous connaissez les sondages, les entrevues, etc., pour aller capter ce qui est relativement visible. Alors là, l'enjeu qu'on a, c'est que c'est relativement invisible. Alors, la mesure, je pense, c'est un champ en développement et en réflexion, la mesure des intangibles, va devoir se baser sur au moins deux principes. Un premier principe qui est le terrain ou l'émergence, c'est-à-dire ça va difficilement pouvoir être des chercheurs isolés qui ont une liste d'items à mesurer, puis ils prennent leur outil et vont mesurer sur le terrain. Étant donné que les actions en réseau sont singulières, comme l'a mentionné Angèle, il y a des aspects qui sont vraiment très particuliers à différents types de réseaux ou de structures de maillage. Donc, il va falloir s'appuyer pour commencer sur les acteurs de chaque réseau particulier qui vont pouvoir réfléchir à quels seraient les effets intangibles qui pourraient émerger. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a ce principe-là d'ouverture au terrain, il y a un deuxième principe en évaluation de ces effets intangibles qu'on va devoir mobiliser, c'est le principe du collectif, c'est-à-dire de cette intelligence collective des gens qui travaillent sur ce réseau pour pouvoir interpréter les signaux qu'on va capter. Donc, on part d'une liste de signaux qui a été élaborée avec les gens du terrain, on fait un scan pour essayer de les détecter au cours du temps et du développement de l'action en réseau. Et ensuite, ce scan va évidemment faire émerger des éléments qui vont être des signaux ou des effets intangibles tellement faibles qui ne sont pas vécus par tout le monde, mais juste par peut-être quelques acteurs et qui finalement ne traduisent pas une dynamique de ce réseau. Donc, il va y avoir un filtre à exercer, un tri par le collectif pour pouvoir interpréter correctement les signaux qu'on aura captés. Maintenant, comment on fait pour capter ces signaux? Parce que je vous ai dit qu'on n'en a pas une liste a priori et on peut ensuite les cocher. Bien vrai qu'on essaye, à travers ces différents registres ou répertoires, de se doter d'une grille de lecture la plus complète possible. Mais une fois qu'on a la grille de ce qui est normatif ou politique ou économique, reste à savoir comment on détecte sur le terrain ces éléments-là. Et c'est un peu atypique pour un évaluateur, mais ça va demander aux évaluateurs, aux gens de la mesure, d'essayer de détecter ce qui est attendu, mais aussi ce qui est inattendu. Donc, il y a des signaux faibles auxquels on peut s'attendre. Est-ce qu'il y a une complémentarité d'action? Est-ce qu'il y a des rituels qui sont mis en place? Mais aussi ce qui peut être inattendu, donc ce qui va émerger. Comment on fait pour capter ce qui peut émerger dans un collectif?
On a entendu certains collectifs qui, par exemple, soudainement, il y a un nouveau terme qui émerge. Alors, quand on est dans le milieu de la santé et des services sociaux, moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens qui sont dans un collectif, tout d'un coup, venir avec une terminologie de on travaille avec ces acteurs-là, mais c'est les ayatollahs de la santé. Donc, il y a des termes comme ça qui vont soudainement émerger, puis traduire une dynamique ou une façon de fonctionner du collectif qu'on va devoir après interpréter en commun, parce que c'est évidemment pas le chercheur seul, je pense, qui peut interpréter ce genre d'éléments qui n'étaient pas attendus. Donc, une façon d'aller opérationnaliser enfin, des outils que l'évaluateur va pouvoir se donner, c'est de capter un peu ce qui est attendu, donc ce qui est en dehors de sa grille de départ, de détection. Il y a une autre partie qui va être qu'est-ce qu'on devrait mettre sous vigie ou sur surveillance. Les acteurs du réseau vont très certainement, la plupart du temps, pouvoir identifier des éléments sur lesquels on devrait garder une attention particulière. Par exemple, est-ce qu'il y a de la réciprocité dans les réunions? Est-ce qu'il y a des taux de roulement qui sont trop élevés? Il y a des acteurs du réseau qui se font toujours remplacer en permanence. Ça traduit une dynamique particulière du moment qui pourrait être captée aussi par les évaluateurs. Il y a une autre façon de travailler que les évaluateurs peuvent déployer, c'est aussi de réfléchir à là où on a des filtres, où est-ce que sont nos œillères, qu'est-ce qu'on évacue dans notre fonctionnement du réseau. Il y a eu une réflexion il y a quelques années avec des structures nationales en réseau sur la violence de genre. Et à l'époque, on ne regardait pas du tout les groupes Facebook masculinistes parce qu'on considérait que c'était une anecdote, il n'y avait pas besoin de les suivre. Donc, on s'était mis volontairement des œillères et tout ce qui est captage d'effets intangibles autour de la complémentarité de l'action en réseau. Est-ce qu'on a tous les acteurs qu'on devrait pour répondre aux besoins de la population qu'on cible? Cette idée de regarder où sont nos œillères serait un des outils de l'évaluateur. Donc, pour vous en citer quelques-uns, ce qui est inattendu, ce qui devrait être sous vigie, ce qui sont nos œillères, ça fait partie de ce que l'évaluateur n'utilise pas d'habitude. C'est un peu atypique pour un évaluateur de fonctionner, à essayer de capter des effets intangibles, mais c'est là où est l'intérêt de développer un projet aussi de recherche. Ben, merci beaucoup. Et pour finir, je vous poserai une question. C'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ces mesures, ces travaux soient utiles pour des praticiens, voire pour des décideurs? Ouf, beaucoup de choses. Et là, je pense que c'est intéressant de cibler les groupes. Auprès de quel groupe faut-il mener des actions? Et je dirais qu'il y a à peu près 3 groupes cibles en ce moment. Le premier groupe, c'est plus les chercheurs ou analystes dans toutes sortes d'organisations. Et tout de suite leur dire, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège habituel de mesurer ce qui est facile à mesurer. Piège bien connu là, dans le développement des indicateurs. Et commencer à vous intéresser aux intangibles et à les documenter, même si on est au balbutiement un peu de ces méthodes-là. Le deuxième groupe, c'est le groupe des praticiens, en réponse directe à votre question, mais je dirais des praticiens collaborants, si je peux utiliser ce terme-là, donc tous les praticiens qui sont dans toutes sortes de collaborations intersectorielles. Je pense qu'il faut peut-être les convaincre qu'il est important de développer cette appréhension, j'ose pas trop dire mesure, mais cette appréhension des inclusifs pour pouvoir mieux justifier leur utilité collective, l'utilité collective de ce qu'ils font en réseau. Et aussi de les amener à développer une compétence un peu d'anticipation de toutes sortes pour reprendre ce que Panel disait, de signaux faibles ou d'anecdotes qui risquent d'avoir une influence assez majeure sur la dynamique de réseau et même éventuellement, pas seulement à l'intérieur du réseau, mais globalement à l'échelle locale. Vous savez, une prise de bec dans une réunion, là, ça peut passer tout à fait inaperçu, puis quand on regarde ça, oups! Ça a plein de conséquences sur la façon dont la collaboration entre différents groupes s'effectue, ailleurs qu'en dehors de la collaboration dans laquelle cette prise de bec est intervenue.
Le troisième groupe, évidemment, c'est le groupe le plus important. Je vais mettre en même temps les décideurs politiques et administratifs de haut niveau. Mais il s'agit rien de moins que de faire évoluer la culture organisationnelle de l'administration publique et de le faire, je pense, sur 3 plans. Premièrement, je pense de raviver, si tant est qu'il a déjà été important, de raviver le sens du temps long, les propriétés intangibles d'un milieu, là, le cumul d'effets intangibles de réseau, ça résulte d'un processus de mûrissement. Ce n'est pas un processus de fabrication, de production, de marketing. C'est un mûrissement dans les apprivoisements mutuels d'un certain nombre de personnes, de groupes, d'organismes. Et actuellement, c'est très clair, il y a un préjugé très défavorable à l'écart du temps long. On voit ce que ça donne. Excusez, non, je ne vais pas faire de commentaires d'actualité. Si, sauf un, peut-être un commentaire. Moi, j'ai été très frappé, je ne sais pas si vous l'avez été, c'est la semaine dernière, d'une petite initiative de Rouen, de la ville de Rouen, pour organiser autrement l'Halloween. Et quand c'est sorti, je me suis dit, hop, intéressant. C'est sûrement pas un hasard que Rouen soit la première ville qui a pensé à ça. Et l'hypothèse que je fais, c'est que Rouen, à ma connaissance, c'est une des villes où le travail en réseau est très présent depuis le plus longtemps. De mémoire, ça a été la première ville qui a embarqué dans le courant de Ville et Village et la santé. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment la mairesse, qui a été interrogée par les médias, justement expliquait toutes les discussions qu'il y a eu entre tous les groupes pour arriver à ce nouveau projet-là. Bel exemple, quant à moi, si mon hypothèse et mon intuition bonne, bel exemple de l'importance du mûrissement en temps long. Deuxième changement dans la culture organisationnelle, de valoriser au niveau des organismes publics les réussites collectives et pas seulement la performance d'une organisation comme telle. Regardez les rapports annuels des ministères ou des municipalités lorsqu'elles en ont. On est très dans la documentation de ce qu'on a fait. Rarement, il y a vraiment de la documentation un peu détaillée, ce qui a été réussi dans le milieu en rapport avec la mission de chacun des organismes. Et si on développe un peu cette attention aux réussites collectives et pas seulement aux performances individuelles, je pense que ça va permettre aussi d'être attentif au fait que ces réussites collectives, ça résulte de processus émergents qu'on ne peut pas programmer. Quant à moi, l'action publique est complètement biaisée par les temps égaux avec cette notion de programme. La société ne marche pas par programme. Malheureusement, quant à moi, le secteur public ne l'a pas encore compris. Troisième changement de culture, il faut, je pense, miser sur le talent des décideurs et notamment des décideurs politiques à capter les éléments intangibles pour peut-être les intéresser à la mesure, à l'identification de ce phénomène un peu intangible. J'ai beaucoup côtoyé d'élus locaux et moi, ça m'a surpris. Les élus qui avaient beaucoup de leadership étaient aussi des vrais radars ambulants. Ils pouvaient arriver dans une réunion et tout de suite, en l'espace de 5 minutes, ils avaient capté un peu les malaises ou les tensions. Et ça prouve, il est facile, je pense, de leur montrer à quel point ils carburent dans leur prise de position, dans leur stratégie de communication, aux éléments intangibles. Alors, si tant est qu'effectivement, ça fait partie des ressorts majeurs de leur prise de position et de leur action, on a peut-être un peu intérêt à les documenter. Et là-dessus, je suis quand même un peu optimiste parce qu'il y a une ouverture en ce moment de la part de beaucoup de décideurs locaux à ces dimensions intangibles. J'en prends pour indice la popularité qu'a depuis quelque temps un petit indice que la firme de sondage Léger a développé sur le bonheur municipal. Okay? Et quant à moi, ce qu'il y a bien un élément intangible, c'est le bonheur. Alors, Léger a développé toute une méthodologie pour essayer de le capter, mais quant à moi, je trouve ça un peu encourageant et de voir que c'est peut-être le temps qu'on examine d'un peu plus près tous ces intangibles qui, j'ose un peu le dire, sont le carburant des actions en réseau.
Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions sur le sujet.